Avant de vous parler de mon nouveau PC, il faut que je vous montre ce que j'avais avant. Quand je dis que j'ai un i5 13600K et une RX 6600 XT, on me voit comme ça. On m'imagine littéralement avec un PC comme ça. Pourquoi ? Parce que je monte des PC haut de gamme tous les jours, 1,2 g d'or. Et vous me voyez parler de ça tout le temps comme si c'était de la pomme au marché, quoi. En réalité, non. En fait, c'est des produits effectivement qui me font plus cet effet waouh quand je les ai en main. Mais si je les avais dans mon PC, ce serait très bien. Alors, j'ai décidé de devenir un créateur hardware digne de ce nom en construisant le PC de mes rêves. Et pour ça, j'avais 5 critères. D'abord, il faut qu'il soit puissant. J'ai pas envie d'avoir un PC moins puissant que celui d'avant. Il faut qu'il soit polyvalent parce que je vais mener toutes sortes d'expériences sur cet ordinateur. Troisième critère, il doit être silencieux. Quatrième critère, il doit être blanc parce que j'adore les bulles de blanc. Si vous me connaissez, vous le savez. Et cinquième critère, c'est qu'il doit me servir aussi de décor. Pour ce projet, j'ai décidé de faire un build 100% en russe et ils ont accepté en m'envoyant tous les composants que j'ai demandé. Si j'ai décidé de partir sur cette marque, c'est pas pour rien. Déjà, c'est un gros avantage d'avoir une marque qui fait autant de composants différents. On a l'alimentation, la carte mère, le boîtier, le SSD, la RAM, ils en ont fait pendant une période. Le water cooling et surtout les amis, la carte graphique. Donc on va voir combien de cases j'arrive à cocher parmi les 5 et j'ai vraiment hâte de monter ce PC rapidement, vraiment rapidement. Je vais pas prendre mon temps là parce que j'ai trop hâte de tester ce truc qui est là-bas. Il me fait de l'œil depuis que je l'ai reçu, depuis une semaine. J'en ai rêvé jour et nuit vraiment. Ah, on y va. S'il y a des gens parmi vous qui ont essayé de se construire des PC blancs, je pense que vous avez remarqué, vous tombez tout le temps sur cette marque, Gigabyte Aorus. Je vais vous montrer quelque chose. C'est la seule marque de carte mère qui va proposer un PCB blanc, mais pas seulement, des slots de RAM blanc et des connectiques blancs. Vous pouvez aller regarder sur n'importe quel modèle qui existe en blanc, en Z890, en X870. Il n'y en a aucun, même qui coûte 2 ou 3 fois le prix de cette carte mère, qui propose des connectiques en blanche. En fait, c'est blanc au point d'avoir une backplate ici qui est blanche et grise. Et ça sert à quoi? Ben, ça sert à rien. Sur le processeur, je suis parti sur le Ultra 9 d'Intel, donc la dernière génération. Normalement, je sais que le Ultra 7 m'aurait largement suffi pour tout ce que je fais en gaming et en montage vidéo. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais que c'est un PC que j'ai besoin d'utiliser de façon polyvalente, notamment pour mener des expériences sur l'ordinateur. Pourquoi j'ai pas pris un 9800 X3D comme aujourd'hui, c'est considéré comme le meilleur processeur pour jouer, etc., etc. Parce que mon besoin ne se limite pas seulement au gaming. D'ailleurs, le 9800 X3D, j'en ai pris un récemment dans le PC de bench que je ne souhaite pas toucher pour autre chose que faire du bench. Donc je l'ai déjà et je pense que c'est important en tant que créateur de toucher un petit peu à tout. Attends, mais comment on installe ça? Ah, ok. Si vous demandez quelle carte graphique je vais utiliser dans le PC de mes rêves, tada, le big boy est là. Gigabyte RTX 5080 Aero OC, overclocké d'usine, SFF 16 Go. C'est un nom qui est vachement long, je suis d'accord avec vous. Mais le plus important dans ce nom, c'est surtout le SFF. Et je vais l'ouvrir pour que vous puissiez comprendre. La première fois que je déballe, c'est waouh! Ok, SFF en gros ça veut dire Small Form Factor, ça veut dire que c'est une carte graphique qui est faite pour les boîtiers mini ITX, mais c'est dingue, pour une RTX 5080. On est sur un dual slot, une carte qui est vachement légère. Et ce sera très intéressant de voir au niveau du refroidissement ce que ça donne. Pour les barrettes de RAM, je les ai recyclées de mon ancien PC. Je possédais des ADATA 2x16 Go. Au niveau du SSD, je pars d'abord sur 1 Tera de SSD Aorus. Là, c'est des modèles PCI 5 et l'avantage, c'est que j'ai 2 Go de mémoire cache. Ce boîtier, si vous ne l'avez jamais vu, c'est normal parce que clairement, les boîtiers, c'est pas le focus de Aorus en ce moment, ni de Gigabyte. Moi, je l'ai choisi parce que il répondait à quelques critères. Il a le support en 360 sur le radiateur en top, ça c'est super cool. Au début j'ai eu un petit peu de difficulté, j'ai cru que ça passait pas mais il suffisait juste de retirer ce ventilateur pour que ça puisse passer. Autre chose, c'est que sa face avant est en mèche, donc là ça respire plutôt bien, l'airflow passe très très bien. Le montage dans ce boîtier est plutôt simple, on a de l'espace malgré sa taille qui est très compacte, ça c'est une très bonne surprise. Au niveau du cable management, c'est assez simple à faire, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais là, par défaut, sans avoir configuré quoi que ce soit,
les ventilateurs tournent très fort, surtout ceux du water cooling. Pour le côté silencieux, on verra après le réglage des ventilateurs. J'ai trouvé super intéressant que ce water cooling chez Aorus, il a très peu de connectiques. C'est assez étonnant, je suis même parti vérifier le manuel pour me dire mais attends, mais on n'a vraiment rien à brancher. Alors donc effectivement, on ne branche pas le water cooling ni sur le CPU fan ni sur le CPU pomme de la carte mère. On a un écran LCD sur ce water cooling. La bonne surprise, c'est que ça fait partie des water cooling avec écran LCD les moins chers à 250 € pour du water cooling très haut de gamme. On ne prend pas en compte les modèles d'entrée de gamme. Et au niveau du design, c'est marrant parce que soit on a des LCD qui sont en rond, soit des LCD qui sont carrés au niveau de la pompe. Et là, à Aorus, on dirait que les designers, ils avaient aussi du mal à se décider. Donc ils ont fait les deux. J'avoue que j'aurais pas fait ce choix-là, mais pourquoi pas. Ça, c'est un ventilateur qui s'ouvre directement sur les barrettes de RAM. L'usage, c'est surtout pour les personnes qui vont overclocker leur RAM. De ce côté, sur la carte graphique, on va avoir ce support de carte graphique qui est très différent des supports qui se font d'habitude. Il y a très peu de supports de carte graphique qui sont inclus dans les PC que je trouve vraiment utiles. La carte graphique est directement vissée au support. Par contre, le support n'est pas vissé ni à la carte mère ni au boîtier. Donc ça veut dire que quand on va démonter la carte graphique, ça s'enlève très facilement. Ok, on va enfin pouvoir passer à l'étape d'installation de Windows. Et pour installer Windows, vous avez vu que derrière, j'ai pas d'écran. Donc, pour ce faire, il va falloir que je déballe l'écran qui est là-bas. Regardez ce que je viens de recevoir, c'est incroyable. Oh purée, regardez ça. UHD, 32 pouces, 240 Hz, Aorus FO32U2, un des meilleurs écrans OLED. QD OLED. Il fait partie des écrans les plus populaires dans ce segment de prix, à un peu plus de 1000 €, 1049 € en promo, je crois, sur Amazon quand j'ai checké. On a un rapport de calibration d'usine. Généralement, quand vous avez ça dans l'emballage, c'est que ça s'annonce plutôt bien au niveau de la précision des couleurs. Regardez comment il est absolument gigantesque comparé à moi. Ça, c'est du 32 pouces. Il y a beaucoup de gens qui achètent du 32 pouces sans s'en rendre compte. C'est vraiment énorme. À l'arrière, on a le logo Aorus qui est rétro-éclairé, qui est très beau, mais je pense que vous allez certainement pas le voir. Sur la rotation, un truc que j'aime bien, vous avez remarqué que c'est pas l'écran qui va faire la rotation, mais directement au niveau de la base, au niveau du pied. Je vais vous parler de mon retour d'expérience sur cet écran dans quelques minutes. Mais juste avant, il faut qu'on vérifie si tous les critères qu'on a fixés au début de la vidéo sont remplis par notre PC. A few inches later. Voilà, je viens de casser la vitre de mon nouveau PC. Et c'est totalement de ma faute. J'ai beau conseiller aux gens de ne pas créer de contact entre leur vitre et le carrelage, parce que là c'est un sol en carrelage, on dirait du bois mais c'est du carrelage. C'est pas rentré du premier coup, ça a touché le sol. Un petit pop, vraiment rien de... un petit impact. Rien de violent, et ça s'est brisé en 1000 morceaux. On voit bien que sur le boîtier on a des renforts en métal pour éviter ce genre de choses. Mais à mon avis, ça a tapé au mauvais endroit. Donc c'est totalement de ma faute. Gigabyte, si vous voulez faire un nouveau design de boîtier, faites des vitres comme ça. Faites des vitres cassées comme ça, c'est super beau. Il y a une belle diffusion de lumière à l'intérieur comme ça. Je viens de comprendre pourquoi le PC soufflait aussi fort. C'est en fait les ventilateurs du water cooling qui sont en mode turbo. Dès qu'on ouvre le Gigabyte Control Center, on voit que c'est ça qui est sélectionné par défaut. Donc on va faire une courbe personnalisée. J'ai remarqué qu'on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre parce que ça aurait été bien de rajouter, vous savez, des petits points. On applique et c'est beaucoup plus silencieux. 3 days later. Ça fait maintenant quelques jours que je teste ce PC et il y a plusieurs choses que j'ai notées. J'ai d'abord passé un petit peu de temps pour découvrir le BIOS de Gigabyte. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont très intéressantes sur l'interface simple. Le plus important, c'est qu'on a pas mal de fonctionnalités qui sont dédiées à la RAM, à l'overclocking de la RAM. Et l'idée de Gigabyte, c'est de nous accompagner pour faire le plus de choses possibles à notre place. Le BIOS d'Aorus nous propose jusqu'à 6 profils pour le processeur. On a 3 profils qui sont recommandés par Intel. Aorus, eux, ils nous proposent le mode Unleash et 2 autres modes, pareil, de manière crescendo comme ça. J'ai pu tester le mode Unleash et je vous mets les résultats des scores sur Cinebench R23. On a un gain qui est vraiment intéressant. Par contre, j'ai pas ressenti le besoin de l'activer. Après quelques tests, j'ai finalement décidé de rester en mode performance. Comme ça, le PC sera relativement silencieux. Les performances que j'ai pu obtenir avec ce PC sont absolument incroyables. Globalement, la RTX 5080, on sait que c'est un gain de performance, un raster de 15% en moyenne en 4K
par rapport à la RTX 4080. Donc le gain en raster n'est pas du tout énorme pour une nouvelle génération, mais par contre ce qui est très intéressant, c'est là par exemple quand on est sur des jeux compatibles DLSS 4 et Multi-Frame Generation, on a une quantité de FPS qui est vachement importante. Sur Valorant, je suis hyper stable à plus de 500 FPS, donc là couplé à un écran 240 Hz et avec le mode 24 pouces de cet écran, on peut jouer de façon très compétitive avec. Avec ça, il n'y a aucune raison de ne pas monter Radeon. J'étais intéressé par les températures de cette 5080 parce que vu sa finesse, j'avais un peu peur. Mais finalement, c'est une belle surprise de l'avoir tourné à 65 degrés grand maximum lors d'un stress test, ce qui est très raisonnable. Maintenant, il faut que je vous parle de ce que ça fait, l'expérience d'avoir un écran QD OLED de chez Aorus. Donc le FO32U2, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. J'ai passé beaucoup de temps à fouiller dans les paramètres, à tester plein de paramètres différents, à découvrir ces technologies. Il y en a un tas qui sont très intéressants. Je comprends pourquoi ça fait partie des écrans les plus populaires dans sa catégorie. Déjà sur sa caractéristique OLED, il fait partie de la famille que je préfère, que j'aime bien, la famille des QD OLED. Avec cette finition plutôt glossy, donc en fait c'est une finition qui est brillante. Bien sûr il y a un traitement anti-reflet, mais c'est une dalle qui n'est pas mate comme l'autre famille des écrans OLED. Les couleurs sur les QD OLED sont vraiment les meilleures. On a cet effet de couleurs qui ressortent de l'écran. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est très très beau visuellement. Quand on parle d'OLED, il y a beaucoup de personnes qui vont directement penser aux brûlures d'écran. Ils ont peur d'investir dans un écran très très cher, comme là on est à un peu plus de 1000 €, et finalement au bout de 2 ans d'avoir un écran qui est à remplacer ou avoir des couleurs qui ne sont plus aussi bien que des One. Je comprends la crainte, mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont intégrées dans ces écrans, notamment dans celui-là. Il y a une suite de technologies qui s'appelle OLED Care, développée par Aorus. Il y a le pixel shifting, il y a le pixel cleaning. Et l'avantage, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est des technos qui fonctionnent en fond. On n'a pas besoin d'intervenir manuellement. Ça fonctionne tout seul. Et de mon côté, j'ai aussi commencé à prendre de bonnes habitudes. Deux principalement, c'est déjà d'activer le fait que la barre détache se cache automatiquement. Et la deuxième, c'est de réactiver la veille, parce qu'avant, systématiquement sur mes ordinateurs, je mettais ne jamais mettre en veille l'écran, ne jamais mettre en veille l'ordinateur. Attention, c'est pas de la peur, c'est juste deux petites concessions qui valent largement le coup par rapport à la qualité des couleurs qu'on peut avoir et pour pouvoir garder cette qualité le plus longtemps possible. Dans tous les cas, Aorus nous propose 3 ans de garantie sur le modèle OLED, donc je pense que à ce niveau-là, vous pouvez être rassuré. Un autre point excellent que j'ai remarqué sur le FO32U, c'est le calibrage des couleurs. Si vous voulez jouer avec les couleurs de base, avec les profils de base, c'est très bien. Mais moi, comme je fais du montage vidéo, je fais de la photo parfois, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et je suis allé télécharger un profil calibré par TFT Central, c'est un site de review d'écran qui d'ailleurs a donné une très bonne note, un très bon review à ce modèle. Donc j'ai téléchargé leur profil ICC, mais je n'ai pas suivi tous les paramètres qu'ils ont choisis. Donc je suis allé customiser quelques paramètres au niveau de la température que je vous mets à l'écran si vous voulez recopier les mêmes paramètres. Et là, le résultat est fabuleux parce que en comparant avec mon MacBook Pro était ma référence, je l'ai posé à côté, j'ai réglé en même temps jusqu'à obtenir un résultat qui est quasiment identique. Donc le fait qu'un moniteur comme celui-là, un moniteur OLED, arrive à faire du 4K 240 Hz 0,03 millisecondes de latence tout en ayant la capacité d'atteindre la précision des MacBook Pro, des écrans Retina, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le summum du gaming et c'est aussi quasiment parfait pour le professionnel, même un petit peu poussé. Il faut quand même pas oublier que le gros défaut des écrans OLED, c'est quand même la luminosité. Ici, on va être sur une luminosité de 250 nits maximum sur tout l'écran. Donc le seul endroit où ça va pas être comme un écran Retina, c'est le niveau de blanc. Quand sur un écran Retina, on a un blanc qui vous pique les yeux, là on va avoir un blanc qui va être toujours très léger. On va pas avoir un blanc qui pique les yeux. Vous l'avez compris, je travaille beaucoup avec un Mac. Donc il y a une fonctionnalité qui est très utile et qui m'a vraiment permis de gagner beaucoup de temps, de gagner en efficacité. C'est le mode KVM. Donc ça, c'est pas nouveau, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler. Le mode KVM m'a permis d'avoir seulement un bouton pour switcher de mon PC à mon MacBook, tout en switchant en même temps de manière automatique le clavier et la souris, parce que mes périphériques sont branchés sur l'écran
et du coup je n'ai pas besoin de débrancher sur le PC pour rebrancher sur le MacBook. Avant j'avais une autre solution, c'était que j'avais toujours 2 souris sur mon bureau, j'avais toujours 2 claviers sur mon bureau, et après au bout d'un moment je me suis dit 2 claviers sur le bureau et ça prenait trop de place. Donc ce que j'ai dû faire, c'est à chaque fois que je connectais mon MacBook Pro, je déconnectais le clavier de ce PC et j'allais le connecter à mon MacBook. C'était vachement galère et surtout si vous faites ça plusieurs fois dans la journée, c'est un petit peu long. En fait, même comme ça me suffit. J'ai même pas besoin de jouer. Juste comme ça, à le regarder, c'est... Pour la note de fin, je pense que sur les 5 critères que j'ai fixés en tout début de vidéo, on en a coché au moins un bon 4,5. La partie silence n'est pas totalement au rendez-vous, même si c'est pas du tout déconnant. C'est juste qu'on est sur un PC qui n'est pas totalement silencieux en idle et ça faisait partie de mes critères. Par contre, au niveau de la performance et de l'esthétique, je suis totalement convaincu, surtout convaincu par l'esthétique de cet écran, en plus dans le combo. Si vous avez vraiment un budget qui est important, si vous vous faites plaisir une fois dans votre vie, je vous recommande grandement de prendre ce combo-là. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si je vous ai pris un petit peu de temps, j'espère au moins que ça vous a fait plaisir, vous avez pu découvrir des choses dans ma vidéo. En tout cas, moi je suis super satisfait et j'espère que vous l'êtes aussi pour moi, pour une fois que je monte un PC pour moi-même. Merci à Aorus d'avoir participé à ce projet en m'envoyant tout ce matériel et surtout, merci de m'avoir accordé une si grande liberté en n'ayant absolument aucune contrainte que de parler des composants que j'ai choisis. Salut tout le monde!